Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Et bonjour Anne. Bonjour ma chère Caro. Alors aujourd'hui, une question d'un jeune auditeur. Nous allons parler de betterave et surtout la grande question, pourquoi fait-on pipi rose quand on mange de la betterave? Alors moi j'adore ces questions pleines d'émerveillement parce que ça va permettre justement de s'intéresser au fonctionnement du corps, mieux comprendre comment ça se passe. C'est toujours absolument passionnant. Alors juste peut-être une petite mise en garde. Si vous êtes en train de déjeuner, mettez la chronique sur pause et reprenez-la après. Voilà, le thème se prête pas trop à déjeuner en même temps. Alors, concernant la betterave, on le sait, hein, c'est la betterave rouge. Elle contient des pigments rouges qu'on appelle la bétalaïne ou la bétanine. Et selon la quantité qu'on va consommer, selon la manière dont on va digérer, alors si on a une digestion qui est trop rapide ou une insuffisance d'acidité gastrique, et ben ce pigment qui est assez résistant, il ne sera pas dégradé, il ne sera pas décomposé, donc il va rester rouge et avec sa teinte rouge telle qu'il est intègre au moment où l'ingère. Il va être du coup éliminé dans les urines ou alors éventuellement dans les selles. Alors ça peut se produire aussi avec d'autres aliments, hein, par exemple avec une grande quantité de myrtille ou alors avec certains colorants alimentaires qui ne seront pas dégradés non plus au moment de la digestion. L'excrétion du pigment rouge, elle peut durer entre 24 et 48 heures. Au-delà, il faut rester vigilant et vérifier si on n'aurait pas consommé d'autres aliments sources de pigments, voire consulter le médecin parce qu'il peut y avoir la crainte de perte sanguine et il vaut mieux rester attentif et vigilant. Ah oui. Mais du coup, c'est souvent cette couleur-là. Et pourquoi ça ne ferait pas des couleurs variables? Ça pourrait pas être orange ou jaune. Enfin, jaune, oui, mais du coup, pourquoi ça ne peut pas être beaucoup plus foncé, vert arc-en-ciel, ou bleu? C'est une excellente question. C'est une excellente question. C'est parce qu'en fait, ce pigment de la betterave, il peut pas être dégradé. Mais on a d'autres pigments qui non seulement vont être dégradés, donc qui vont perdre leur pouvoir colorant, mais aussi qu'on va pas excréter dans les urines ou dans les selles parce qu'ils nous sont utiles. C'est le cas par exemple des caroténoïdes, tu sais, qu'on va trouver dans la carotte, dans les légumes jaune-orange, qui sont utiles à la santé de l'œil notamment, donc on va utiliser, donc ils ne seront pas excrétés, il n'y a aucune raison qu'ils aillent colorer les urines. C'est le cas aussi des anthocyanes qui sont bleus, les anthocyanes qu'on va retrouver notamment dans les myrtilles, la betterave aussi, etc., qui ont des propriétés anti-inflammatoires, donc que notre organisme va utiliser et donc pas rejeter. Alors la vessie, le côlon, ce sont des émonctoires. Les urines et les selles, ça va permettre d'éliminer des déchets métaboliques, des substances qui peuvent être tantôt inutiles, tantôt même dangereuses pour notre organisme. Alors par exemple, comme on parle de coloration, la coloration brune des selles, elle est due à la dégradation de nos globules rouges. Nos globules rouges, ils contiennent l'hémoglobine qui a cette teinte rouge. L'hémoglobine, elle va être dégradée dans la rate et dans la moelle osseuse. Elle va se transformer en biliverdine verte dans notre foie. De biliverdine verte, elle va se changer en bilirubine jaune qui, elle, va être incorporée à la bile du foie et qu'on va retrouver dans les selles sous forme de stercobiline, cette fois de couleur marron. Donc là, on est vraiment sur une substance, la bilirubine, qui peut être toxique si elle s'accumule dans l'organisme et qu'elle n'est pas évacuée par les émonctoires. Si elle est mal éliminée, ça peut être le signe d'une défaillance du foie. Il y a une accumulation dans le sang, dans les tissus, et on a une jaunisse, puisque la bilirubine est jaune, ce qu'on appelle aussi un ictère. Voilà. Alors, la bilirubine, c'est justement un neurotoxique à très forte concentration. Le fait d'observer la couleur des selles, du coup, ça reste un indicateur vraiment intéressant pour voir où on en est aussi d'un point de vue santé. Si on a des selles, par exemple, jaunes, malodorantes, ça peut être dû à une malabsorption des graisses, par exemple, après une ablation de la vésicule biliaire. Si on a des selles noires, là, par contre, il faut faire attention parce que le noir, ça peut être le symptôme d'un saignement et il vaut mieux consulter un médecin. D'accord. Et est-ce qu'on peut aussi, et par rapport aux différentes textures, on va rester dans le pipi caca, par rapport aux différentes textures des selles, est-ce que c'est aussi révélateur de l'alimentation juste avant? Mais complètement, non seulement de l'alimentation, mais aussi de l'état de santé.
Et ça donne vraiment des informations à nouveau super intéressantes. Comment dire, aujourd'hui, c'est trivial de parler pipi caca, mais à une époque, notamment au Moyen-Âge, etc. Oui, avec les selles du roi Soleil. Voilà, par exemple, on vérifiait. Enfin, c'était un outil, diagnostic aussi pour vérifier l'état de santé de la personne. Et d'ailleurs, à titre d'anecdote, tu sais, quand on dit à quelqu'un comment allez-vous, cette expression pour s'enquérir de comment va une personne, eh ben cette expression, elle a une origine dans la Rome antique. Et en fait, l'expression complète, c'est comment allez-vous à la selle. On s'intéressait à comment la personne allait à la selle parce que c'était un signe de bonne santé. Voilà, c'est dire l'importance que ça a. Bref, donc tout ça pour en revenir à la texture, on a une échelle de Bristol qui répertorie 7 types de sel. Donc il y a 7 différences de textures qui sont répertoriées et du coup, en fonction de la texture identifiée, ça peut être un indicateur de constipation, de diarrhée, etc. Et c'est un outil pour faire des diagnostics qui peut être intéressant aussi. Alors la forme, la texture de nos sels, elle va dépendre de plusieurs choses, notamment du temps que les sels vont avoir passé dans le côlon. Si on a un transit lent ou rapide, on va avoir des sels plus ou moins déshydratés. Plus le transit est lent, plus les sels ont le temps de se déshydrater. Ça peut aussi dépendre de la quantité de fibres que l'on consomme. Et là, c'est intéressant du coup, à nouveau, de vérifier pour pouvoir ajuster notre régime alimentaire. Alors, les fibres alimentaires, pour mémoire, on va les trouver dans les végétaux, c'est-à-dire les fruits, les légumes, les céréales complètes, les légumes secs et puis les graines oléagineuses, les noisettes, les amandes, etc. Alors, les fibres alimentaires, elles vont, comme elles ne sont pas digestes, comme elles ne sont pas assimilables, elles vont rester dans le bol alimentaire et elles vont, dans les selles, permettre de retenir l'eau. Donc on a des selles qui sont mieux hydratées, qui s'évacuent plus facilement, donc on a un meilleur transit intestinal. Donc moi je suis contente de ces questions parce que observer tout ça, ça nous apporte des informations précieuses, ça va nous permettre d'adapter notre régime alimentaire. Et c'est des informations sur nous qui sont vraiment accessibles. Et c'est tellement important de revenir à l'écoute de soi parce qu'on a le pouvoir, grâce à l'observation de différents symptômes qui sont quotidiens, qui sont faciles d'accès, de prendre soin de nous et de nous prodiguer les premiers soins. Et comme on dit, c'est le deuxième cerveau. Les intestins sont notre deuxième cerveau et nous permettent vraiment de savoir où on en est, au-delà de l'état mental. Absolument. Donc prenons soin de notre deuxième cerveau et on prendra mieux soin de notre premier. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.